Quand on pense à l'histoire coloniale en Afrique de l'Ouest, celle du Sénégal, eh bien, elle sort vraiment du lot. On parle de plus de 3 siècles de présence française, et ça a forgé une histoire politique, une histoire sociale, qui n'a vraiment pas d'équivalent dans la région. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui la rend si particulière, cette histoire? C'est justement ce qu'on va décortiquer en revenant sur les moments forts, les moments clés de ce parcours assez incroyable. Alors, pour commencer, il faut savoir que jusque vers 1850, la France au Sénégal, c'était juste quelques points sur la côte, des comptoirs commerciaux. Mais voilà, au milieu du 19e siècle, tout bascule. L'ambition change complètement. Maintenant, l'objectif, c'est de conquérir l'intérieur du pays. C'est là que la colonisation, la vraie, commence. Et cette conquête, elle est incarnée par un homme, un nom qu'on ne peut pas oublier, Louis Faidherbe. C'est le gouverneur de l'époque. On peut dire que c'est l'architecte de la colonie, à la fois sur le plan militaire et administratif. C'est lui qui va vraiment poser les bases de la domination française. Et l'un de ses outils les plus redoutables, ça a été la création des tirailleurs sénégalais. C'est un corps d'armée composé de soldats africains, bien sûr, mais commandé par des officiers français. Et ces tirailleurs, ils sont devenus la pièce maîtresse, le fer de lance de la conquête. Ce sont eux qui vont aller combattre les royaumes locaux pour le compte de la France. Et à partir de là, tout va très très vite. En moins de 50 ans, l'affaire est pliée. La France a une supériorité technologique qui est juste écrasante, et avec une stratégie bien rodée, elle vient à bout de toutes les résistances. Au tournant du siècle, en 1900, l'ensemble du territoire est sous contrôle. Bon, le territoire est conquis. Et maintenant? Maintenant, la France met en place son administration. Et c'est là qu'on touche au cœur de la particularité sénégalaise. Elle va créer une structure qui va littéralement couper la société en deux. Un système à 2 vitesses qui est un véritable paradoxe. Imaginez un peu. 2 mondes qui cohabitent, mais qui ne se touchent pas. D'un côté, on a les habitants des 4 communes. Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar. Eux, ils sont considérés comme des citoyens français. Ils ont le droit de vote, des représentants, bref, des droits politiques. Et de l'autre côté, eh bien, il y a tout le reste du pays, l'immense majorité de la population. Eux, ce ne sont pas des citoyens, ce sont des sujets. Et ça veut dire aucun droit. Pour ces sujets, la vie était réglée par quelque chose de terrible, le code de l'indigénat. En gros, c'était un système qui légalisait l'oppression. Concrètement, ça voulait dire quoi? Travail forcé pour construire des routes, des chemins de fer sans être payé, des impôts comme l'impôt de capitation, et une justice complètement arbitraire. Un simple administrateur pouvait vous jeter en prison sans aucun procès. Et pour que tout ça fonctionne, l'administration s'appuyait sur des intermédiaires, des chefs locaux qu'on appelait les chefs de canton. Et pour bien montrer l'importance du Sénégal dans le dispositif français, en 1902, Dakar est choisi pour devenir la capitale de toute l'Afrique occidentale française, l'AOF. C'est devenu le centre du pouvoir, le cœur névralgique de tout l'empire français en Afrique de l'Ouest. Ok, on a vu l'aspect politique, militaire. Parlons un peu économie maintenant. Parce que, soyons clairs, la conquête du Sénégal n'était pas juste une question de prestige. Le but, c'était d'exploiter les richesses. Et pour ça, toute l'économie du pays va être réorganisée autour d'une seule et unique culture, l'arachide. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle le pacte colonial. C'est simple, l'économie sénégalaise n'existe que pour une seule raison, servir la métropole. Le but, c'est d'enrichir la France, de lui fournir les matières premières pour faire tourner ses propres usines. La logique derrière tout ça est implacable. Première étape, on pousse les paysans à ne cultiver que de l'arachide, au détriment des cultures pour se nourrir. Deuxième étape, on construit les infrastructures nécessaires, un chemin de fer, le port de Dakar. Mais attention, uniquement pour exporter cet arachide. Et le résultat de tout ça, c'est un énorme paradoxe. Le Sénégal nourrit les usines françaises. Mais pour sa propre nourriture, il doit maintenant importer du riz. La dépendance est créée. Alors, on a vu le politique, l'économique, mais la colonisation a aussi complètement brassé la société sénégalaise. Elle a provoqué des changements sociaux, religieux, des changements profonds et parfois de façon totalement inattendue. Et voilà un des plus grands paradoxes de toute cette histoire. La colonisation, en fait, a accéléré la diffusion de l'islam. Comment c'est possible ? Eh bien, en détruisant les anciens royaumes, les pouvoirs traditionnels, l'administration coloniale a laissé un grand vide. Et les populations qui n'avaient plus leurs repères se sont tournées en masse vers d'autres leaders, les chefs religieux. Et là, il va se passer quelque chose de fascinant. Une sorte d'alliance, de modus vivendi va se créer. Au début, les Français se méfient énormément de ces chefs religieux.
Mais très vite, ils comprennent que ces leaders, comme le célèbre Cheikh Amadou Bamba, sont en fait la clé. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent garantir deux choses essentielles, la paix sociale et surtout, la production d'arachides. Alors un deal tacite s'installe, l'administration leur laisse une grande autonomie et en retour, ils assurent la stabilité. Ce qui va au passage renforcer leur pouvoir pour très très longtemps. On avance dans le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ambiance n'est plus du tout la même. Le vent du changement commence à souffler. Les nouvelles élites africaines, qui ont souvent été formées dans les écoles françaises, commencent à demander plus. D'abord l'égalité des droits, et puis, très vite, l'autonomie. Et pour comprendre cette marche vers l'indépendance, il faut revenir un peu en arrière, sur un personnage absolument central, Blaise Diagne. Il a été le tout premier député noir africain élu au Parlement français, en 1914, un symbole immense. Et son grand combat, ça a été d'obtenir la pleine citoyenneté pour les habitants des 4 communes. Une victoire politique majeure, mais qui va avoir un coût terrible. Voilà le coup. En échange de ses droits, Blaise Diagne va aider à organiser le recrutement en masse de soldats pour aller se battre en Europe pendant la Première Guerre mondiale. C'est la fameuse expression de l'impôt du sang. Le bilan est terrible, des dizaines de milliers de tirailleurs sénégalais vont mourir dans les tranchées. Un sacrifice humain absolument colossal. Mais s'il y a un événement qui va vraiment marquer un point de non-retour, c'est bien le massacre de Tirailleurs, en 1944. L'histoire est tragique. Des tirailleurs qui rentrent de la guerre demandent juste qu'on leur paye ce qu'on leur doit. Et pour toute réponse, l'armée française leur tire dessus. C'est un choc immense. La confiance est brisée pour de bon. C'est la rupture morale, totale. Dans l'après-guerre, le paysage politique est dominé par deux figures qui s'opposent. D'un côté, Lamine Gueye, soutenu par les élites des villes, qui rêvent d'une assimilation, et de l'autre, Léopold Sédar Senghor. Lui, c'est le poète, mais il a une vision beaucoup plus fine de la réalité du pays. Il comprend que le pouvoir réel, il est dans les campagnes, auprès des chefs religieux. En s'alliant avec eux, il va tout simplement gagner la partie et devenir le leader incontesté de la future nation. À partir de là, les choses s'enchaînent très vite. En 1946, c'est la fin du travail forcé, une victoire énorme. 10 ans plus tard, en 1956, la loi cadre donne une autonomie interne au territoire. Puis en 1958, le Sénégal vote oui au référendum de De Gaulle. Il y a bien une tentative de fédération avec le Mali, mais ça ne dure pas. Et après cet échec, la voie est complètement libre. L'indépendance totale est à portée de main. Et c'est le 20 août 1960 que le grand jour arrive. La République du Sénégal proclame son indépendance. Et c'est tout naturellement Léopold Sédar Senghor qui en devient le premier président. C'est l'aboutissement de tout ce parcours historique si long et si particulier. L'indépendance est là, c'est un fait. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas en 1960. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Quel héritage a laissé ce système colonial si unique? Comment toutes ces divisions, cette économie de l'arachide, ces alliances entre le politique et le religieux, comment tout ça continue de façonner le Sénégal que l'on connaît aujourd'hui? C'est une question qui, bien sûr, reste entièrement ouverte.